Un, deux, Ah, trois, c'est parti. Salut à tous. Nous voici pour le troisième podcast. Alors, je suis toujours avec mon acolyte, Albert. Albert, comment vas-tu? toujours très bien. C'est vrai? Fantastique, fantastique. Alors aujourd'hui, on a enfin terminé avec l'histoire d'Albert, comme il est devenu marchand de biens. Mais aujourd'hui, il y avait un sujet dont j'aimerais parler avec Albert. Parce qu'il y a énormément de mythes là-dessus moi, ce qui m'exaspère sur le sujet, c'est les recettes magiques en fait. Le sujet, ça va être la négociation. Un des sujets, ça va être la négociation. Après, il y aura quelques trucs d'actualité si on a le temps, mais déjà la négociation. Bon, pour présenter Albert rapidement, bon, marchand de biens de son état, agent immobilier, donc négociateur. Bon, un agent immobilier, il est tout le temps en contact avec l'acquéreur et le vendeur, donc forcément, c'est un négociateur. Et en plus, il est marchand de biens. Bon, alors, du coup, moi, j'ai une petite question pour commencer, Albert. Euh, il y a beaucoup de mecs qui font beaucoup de youtubeurs d'ailleurs, pas forcément des mecs, mais qui font des tutos sur la négociation. Alors il faut faire l'ascenseur émotionnel, il faut, tu sais, ce genre de choses quoi. Il faut dire, votre bien, il m'intéresse, il est bien, mais il est un peu pourri, tu vois, pour faire plomber. Puis je vais vous faire une offre. Et là le moral, il est au top, mais elle sera basse. Et là le moral est au bas. Et puis finalement je vais vous faire un bisou, tu vois. Et puis là comme forcément le moral est au top, donc il accepte tous les prix, tu Ouais. vois. Voilà. La question c'était qu'est-ce que tu penses des guides un petit peu sur des tutos sur la négociation parce que voilà, moi, vas-y. Alors, je connais pas ce que disent les autres, je regarde pas forcément. Moi, je me suis beaucoup formé sur des livres, déjà en direct, en l'expérimentant moi-même, puis par des formateurs, par des formations. Quand tu dis en direct, c'est sur le terrain. Sur le terrain, oui. Concrètement, en fait, quand tu es agent immobilier, ton objectif, c'est de faire réussir le mariage, on va dire. Faut comprendre que, donc ça, on en a déjà parlé, le vendeur, il a un deuil, il doit partir parce qu'il a un autre projet immobilier. D'accord? Alors, par exemple, si tu prends ce cas-là, mais ça peut Par être une exemple, succession, ça peut être. il a sa famille qui s'agrandit, il divorce, etc. Donc, il est dans un état émotionnel X, etc. Et toi, tu vas amener un acquéreur qui va être intéressé, mais qui a son projet à lui, donc faire grandir sa famille ou X ou Y projet dedans. Et en fait, tu dois arriver dans la même boîte, qui est la maison ou l'appartement, faire sortir un projet et rentrer un autre projet. Hmm. Et en fait, les deux doivent se rencontrer et s'entendre. Et donc, on est dans de l'émotionnel parce qu'il y en a un, il va en clair vendre et renoncer à un lieu de vie et de souvenirs qui ne pourra plus accéder. Et l'autre, en fait, il projette son ambition de vie et de ce qu'il veut faire, c'est les souvenirs qu'il veut créer. Ouais. Et donc, les deux doivent se rencontrer à un point donné. Sans ça, ça ne se fait jamais. Et donc, alors ça m'a appris une chose dans la négociation, c'est l'humilité. C'est-à-dire que un rien, un petit rien, peut tout merder. Mais vraiment un petit rien. Hmm. Euh, je vais prendre l'exemple d'hier. Hier, je suis en train de négocier un restaurant. Le restaurant a déjà été en vente il y a 3 ans et un acquéreur était prêt à mettre 1,3 million, 1,5 million sur la table. Alors, tu dis D'accord. restaurant. Fonds de commerce ou mur? Fonds de commerce et Lyon, ce D'accord, les qui est deux. extrêmement rare sur Lyon. Et à un endroit bien placé. Hein. Tu fais une visite, tu as une offre. Ok. Donc, franchement, il y a un énorme potentiel, c'est magnifique. Et, euh, et voilà. Sauf que pour des raisons X, Y, je sais pas, j'étais pas là, mais il y a eu dans les propriétaires du restaurant, le père a refusé la vente. Certainement parce que le restaurant, il l'a depuis 40 ans et qu'il voulait pas vendre son restaurant. Ouais. C'est de la fête. Il y a de l'affect, voilà, il y a le côté émotionnel, ça a été travaillé, enfin, ça n'a pas été travaillé justement, donc la vente a capoté. Le restaurant est de nouveau sur le marché, de nouveau à la vente. Cette fois-ci, il n'y a que le fils, il n'y a plus le père. On est sur un prix inférieur.
Et il se trouve qu'on m'a donné le contact du primo acquéreur. Enfin, de ceux qui avaient fait l'offre il était prêt entre 1,3 et 1,5. Et quand on lui a envoyé le message, juste en lui disant c'est bon, c'est à la vente, c'est validé, c'est cadré, maintenant il y a un mandat, tout est au clair. Clairement, ils peuvent pas vous dire non. Bah, la personne, en fait, nous a envoyé chier, pour être poli, simplement, en fait, parce que son ego a été touché. Ah. C'est quelqu'un qui a énormément d'argent et en fait, il n'a jamais trop l'habitude qu'on lui dise non. Hmm. Donc là, quelqu'un et juste pour expliquer, aujourd'hui, on est en train de parler cette opportunité, elle est à 1,1 million. D'accord. Il gagne 200 000 sur sa précédente offre, quoi. Ouais, il pourrait. Mais rien que l'ego, en fait, rien que le fait d'avoir été vexé qu'on lui dise non, le mec veut pas revenir sur l'affaire. Alors, dit de l'extérieur, ça paraît un peu surréaliste. Mais en fait, je suis sûr que si tout le monde regarde vraiment sincèrement au fond de lui, ils s'aperçoivent qu'il y a des fois où on a fait des choses simplement par ego, en fait, où on a été vexé ou fâché ou énervé, et du coup, on a refusé les choses. Et j'aime bien citer cette phrase, elle est exceptionnelle. Donald Trump dit « Ce qui me coûte le plus cher, ce sont mes préjugés. » Hmm. Et ce qui est exceptionnel dans cette phrase, surtout en France, c'est que 99% des gens ont arrêté d'écouter au premier mot. Quand j'ai dit Donald Trump, déjà là, leur cerveau s'est bloqué, ils n'écoutent plus. C'est clair. Que ce soit quelque chose d'intelligent ou pas, que ce soit lui ou pas qui l'ait dit derrière, déjà ils le prennent plus au sérieux. Ils sont braqués. Ouais. Ils sont braqués. Voilà. Donc ça prouve bien que nos émotions dirigent quand même une grosse partie de notre capacité. Donc en négociation, tout est là. Et en tant que marchand de biens, donc ce côté, je disais, d'humilité, de se dire que un rien peut froisser la vente et la personne peut vous refuser de vous vendre son restaurant, même si vous lui en offrez un très bon prix, parce que visiblement, entre 1,3 million et 1,1 million, 1,3 million est plus généreux que 1,1 million, hein, de mon point de vue. 20%. Donc c'était une belle offre. Il s'est pas moqué de lui. Et ben ça, en fait, moi je suis toujours quand je négocie du principe de se dire que si la personne refuse de me vendre son affaire, sa maison, son immeuble, moi je peux pas faire d'affaires. Si je peux pas faire d'affaires, je peux pas faire de marge, je peux pas faire de revente, je peux pas faire, je suis pas marchand de biens. Un investisseur, il n'y a pas de diplôme. Marchand de biens, il n'y a pas de diplôme. Tu deviens marchand de biens quand tu as fait une opération de marchand de biens. Tu deviens investisseur quand tu investis dans un bien immobilier. Avant, tu es regardant, tu es apprenti, tu es ce que tu veux, mais tu n'es rien du tout. Tu n'es pas investisseur. Tant que tu n'as pas de patrimoine immobilier. Voilà. Okay. Donc là, c'est un peu la même chose. Donc, y aller tout feu, tout flamme en disant qu'on a. Enfin, voilà, donc toujours cette attitude première d'humilité, et aussi pour comprendre la personne, pourquoi elle veut vendre, pourquoi elle veut pas vendre, etc. Qu'est-ce qui est important pour elle. On en a déjà parlé sur les profils de personnalité dans la dernière vidéo. Tout ça, c'est des éléments importants qui vont nous faire dire comment, en fait, se comporter. Et l'objectif, c'est s'adapter à son interlocuteur. C'est ça. Et alors ce que tu dis, oui, merci pour ton témoignage. Après, enfin, le problème, c'est que la négociation, c'est un sujet qui est tellement émotionnel, tellement complexe, et qui mélange de l'humain, mais en même temps, tu vois, toi et moi, on n'est pas plus intelligents que les autres, et on négocie et on y arrive, tu vois. Alors, il y a une, enfin, c'est compliqué à expliquer. Il faut vraiment le faire. Il faut vraiment essayer de comprendre l'autre. Mais je crois que avant tout, une des choses les plus importantes, c'est c'est de savoir pourquoi ils vont en fait. Pourquoi ils vont, c'est quoi son projet. Tout à fait. Parce que quand tu arrives à ça, tu arrives déjà à borner un petit peu son état d'esprit en fait. Tu sais déjà si par exemple typiquement s'il va sur un autre projet immobilier, bon il y a de très fortes chances qu'une grosse négo ne passe pas parce qu'il va falloir du cash et il a peut-être pas fini de rembourser son crédit. Donc il va falloir du cash pour son prochain crédit. Après, il y a un autre truc qui peut jouer et qui peut se tenter, c'est est-ce que la valeur temps et sécurité euh,
du compromis a une valeur. Est-ce que ça a plus de valeur que le montant? Est-ce qu'il est prêt à faire un geste si l'acquéreur est prêt à pas mettre de conditions de financement? Enfin, il y a vraiment tout un tas de trucs. Et c'est compliqué de faire des tutos de négociation parce que chaque cas est particulier, chaque cas est différent. Oui, en fait, il y a deux choses. C'est le projet, la problématique. Le rêve et la douleur. Quel est son objectif? Exemple, racheter notre maison. Donc tu disais, il y a un objectif de capital s'il a un autre projet immobilier, mais il y a aussi un objectif de temps. Ouais. Et en face, quelle est sa problématique? Sa problématique, dans ce cas-là, c'est peut-être se faire financer. Mm. Il attend peut-être d'avoir un compromis signé pour pouvoir acheter la maison, son coup de cœur, etc. Donc, du coup, avoir un vrai compromis signé sans condition peut peut-être le favoriser. Une succession, par exemple, c'est une telle bataille que quand tu as un accord sur un prix, enfin, voilà, tu as envie qu'il y ait le moins de conditions possible pour que ça aille au bout et que, parce que tu sais très bien que remettre les gens d'accord une nouvelle fois, ça va être compliqué. Non, puis en plus, Voilà. il y a dans le cas des successions, il y a aussi le fait que bah, c'est un proche qui s'en va. Généralement, le proche, bon, c'est pas systématiquement le cas, mais je dirais au moins 3 fois sur 4, on s'entend avec la personne, donc il y a un deuil. Donc ça veut dire que si déjà t'arrives t'es le roi du pétrole, je vais les sabrer, tu sais, les gars ils vont même pas t'entendre, c'est bye bye, allez ciao, on voit pas de toi, et puis voilà quoi. Donc déjà, il faut prendre des gants, il faut prendre des gants, il faut vraiment y aller à l'émotionnel avec de l'empathie, ouais, ça l'empathie absolument Ouais. super important. Et après, alors ça c'était un sujet effectivement, mais quand t'as en face de toi par exemple un gars plutôt profil requin en fait, comment tu négocies Alors, avec ce genre de profil? juste avant, le côté, il faut pas oublier aussi une chose. Alors là, on est dans le côté marchand de biens, etc. Mais qu'une personne connaît en moyenne 250 autres personnes. D'accord? Et là, je vais raconter l'histoire de mon ami David, qui a acheté un immeuble, donc c'est à Limoges. Et voilà, donc la vente s'est faite, etc. Il l'a acheté. Alors, pour ma part, je trouve un peu cher. Il aurait pu le négocier parce que ça faisait longtemps qu'il était à la vente. Mais non, il l'a acheté. Et du coup, le propriétaire, une fois que la vente a été faite, il lui a dit ah bah tiens, j'ai donné vos coordonnées à mon voisin qui est l'immeuble d'à côté, qui lui aussi a son immeuble à vendre. Sauf que Hmm. l'immeuble n'est pas sur le marché. Donc des fois, garder un bon relationnel et pas trop essayer on va dire de scalper la personne peut apporter d'autres affaires. Dans un, en fait, on va dire les gens se reconnaissent quand même assez bien. C'est-à-dire que avec un requin, en fait, le mec il a tellement l'habitude d'être un requin et d'y aller fort que des fois même il a envie de jouer et que ça lui revienne. Enfin, il a envie d'un peu de combat. Donc moi, avec un requin, je suis un requin. Voilà. C'est vraiment c'est ce que je voulais c'est ce que je voulais t'entendre dire et on va redire le même nom mais c'est ce que dit Donald Trump hein. Juste parce que en fait, sinon il va pas te respecter et ton offre elle va Ça, passer à la poubelle en fait. c'est ça. Et c'est juste une histoire de mimétisme quoi. Si le mec c'est il y a des gens quand tu vas acheter du beurre si tu sens que le mec d'en face il t'attend avec les pieds comme ça en train de te fixer dans les yeux, bah t'as intérêt à y arriver avec un gant de boxe quoi. Si au contraire t'as une petite dame la trentaine super agréable avec une petite voix fluette, bon bah là tu peux y aller gentiment, bonjour madame, etc. Donc c'est. Mais alors attention, il y a des trucs, il y a des cas, il y a des situations où ça peut être très trompeur justement, parce que le gars peut être le gars qui t'attend comme ça là et que toi tu arrives avec le gant de boxe, il peut ne pas comprendre ce qui lui arrive parce que justement il est en train de faire son petit travail très tranquillement, alors que la dame justement, ça peut être une vraie cochonnerie quoi. Donc il y a cette partie-là aussi de sonder un petit peu l'esprit des gens, sonder les intentions. Euh, Alors c'est un prisme qui est assez facile. En fait, tu le revois dans tous les films, pratiquement tous les films. Le méchant, dans tous les thrillers, le méchant, c'est le benet. Je te regarde bien. C'est toujours le benet, celui dont on ne se méfie pas. Dans tous les policiers, en fait, le coupable, souvent, c'est celui qui passe inaperçu. Et moi, c'est ma méthode de négociation. C'est-à-dire, j'arrive pas avec la plus belle des voitures.
Même d'ailleurs, moi, sur Lyon, je me balade en transport en commun, donc j'arrive sans voiture. J'arrive pas avec le plus beau costard. J'arrive bien habillé, mais pas avec le plus beau costard. Et voilà, et avant tout, j'écoute le plus possible pour comprendre la personne que j'ai en face de moi. Comme toujours, par humilité, comprendre. Et alors, l'avantage d'avoir la double casquette, c'est que je me pose la question, est-ce que c'est pour moi ou est-ce que je vais plutôt essayer de négocier un mandat pour le revendre à quelqu'un d'autre? Et voilà, mais si je me dis il y a une fenêtre d'opportunité pour négocier une bonne affaire et que ce soit pour moi, ben, j'y vais. Hmm. Mais après, il y a tout un travail. Enfin, tu parlais de effectivement savoir détecter l'opportunité et aussi il y a un truc, savoir comment. Parce que 99% des vendeurs ont un chiffre en tête. Ils ont un chiffre en Même tête. largement. Ils ont un chiffre en Alors, tête. Vas-y. ça, ça c'est expérience d'agent immobilier. Le mec qui vous dit faites-moi une estimation, à part, hein, à part quand c'est pour des vraies estimations vénales pour le fisc ou pour un problème de succession. Sinon, à 100% du temps, ils ont un prix en tête. Et à mon départ, je pensais naïvement que la personne qui me demandait de faire une estimation et qu'elle me disait bah, j'attends votre prix d'expert, etc. Hein, je pensais vraiment qu'elle attendait un prix d'expert et en fait non. À chaque fois que tu remets le prix, tu te fais envoyer sur les roses parce que c'est pas le prix qu'ils attendaient. Donc oui, à part vraiment une ou deux fois quand c'est vraiment des cas très spécifiques et généralement les gens veulent te payer ton estimation parce qu'ils n'ont pas envie de vendre derrière. Mais 100% des estimations que j'ai faites dans ma vie, les vendeurs ont toujours un prix en tête. Même s'ils réfléchissent, ils ne sont pas encore vendeurs, etc. Alors ça, c'est intéressant parce que derrière, quand tu te demandes le prix, indirectement, tu vas toucher euh, le pourquoi en fait. Parce que Mmh. le prix, mettons un appartement qui vaut 100 000 balles, la personne elle n'y connaît rien dans l'immobilier, elle pense que c'est de l'immobilier, donc forcément ça vaut 1 milliard de dollars. Elle en demande un prix, on va dire 150 000, ce qui est dingue. Et quand tu lui demandes une des manières qu'il y a de faire réfléchir quand tu fais une visite à la personne, l'acquéreur, enfin le vendeur sur son prix, c'est quand donc tu lui demandes ah, d'accord très bien et vous en voulez combien là 150 très bien d'accord et pourquoi et le but c'est surtout pas de lui dire c'est trop cher ou quoi que ce soit ou de lui balancer le truc à la gueule, le but c'est de le faire réfléchir lui-même en fait. Ah oui, toujours. Il y a deux choses. C'est parce qu'en fait, le prix, c'est aussi la valeur qu'on estime soi, et donc c'est son identité. Il y a le fait de se dire mon bien est supérieur, mon bien vaut mieux que celui du voisin, etc. Et effectivement, le fait de lui poser la question en disant alors, après, c'est en ayant une stratégie, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut faire, etc. Donc, lui demander à votre avis à combien ça se loue, ou combien je pourrais louer l'appartement dans l'état, ou combien je pourrais le revendre, etc. Comment vous êtes arrivé à ce prix-là? Et Mmh. effectivement, lui faire arriver à ce qu'elle donne des chiffres par elle-même et voilà. Ou qu'elle n'a pas eu de référence. Et à ce moment-là, ça permet de sortir quelques éléments qui vont permettre de négocier par la suite. Ouais. Et surtout lui faire parce que le fait qu'elle verbalise elle-même oh bah j'ai mis 150 000 parce que il y a une villa à Saint-Tropez, je l'aime bien, j'ai envie de me l'acheter quoi. Déjà le fait que elle le verbalise, elle Hum. déjà dans sa tête il y a une bonne chance que ça fasse un tic en fait, qu'elle se dise mais attends, qu'est-ce que tu fais, c'est pas comme ça, ta baraque et si tu veux t'acheter la Tour Eiffel elle vaut 1 million quoi, tu vois, ça marche pas comme ça quoi. Et ça il y a beaucoup de personnes en fait, concrètement, la valeur d'un bien, c'est juste le ticket que le mec d'en face est capable de mettre, en fait, qui veut mettre, en fait. Et c'est pour ça qu'il y a. Alors, vas-y, ouais. Ouais, plus ou moins. Parce que ça, c'est ce qu'on pense, mais il y a quand même plusieurs acheteurs. Aujourd'hui, on est, alors moins aujourd'hui parce qu'il y a des problèmes de crédit, mais on est quand même dans un endroit où il y a un marché assez rare de biens à vendre. Et donc, du coup, t'as peu d'acheteurs. Enfin, l'acheteur, il n'est pas tout à fait en position de force. Il peut acheter que ce qu'il y a à vendre. Tout n'est pas à vendre. Et c'est tous des biens uniques. Donc concrètement, entre deux appartements, c'est pas la même chose. Il ne retrouvera jamais le même appartement. D'où la Hmm. difficulté. Donc,
le vendeur peut plus facilement dire non à un acquéreur parce qu'il sait qu'il en retrouvera un autre Ouais. que l'inverse. Alors ça, je pense que ça, c'est propre à Lyon et ça dépend du marché aussi. Tu vois, si on prend Oui. des marchés, je dirais, plus ruraux, là, le game est pas tout à fait le même, tu vois. Deux maisons ne se ressemblent pas, sont pas dans le même quartier, sont pas dans le même Oui, environnement. mais ce que je veux dire, c'est que, tu vois, on prend par exemple une ville comme, pardon, une ville qui a, je sais pas, Saint-Chamond, par exemple. Là, ce sera moi, la perception que j'ai du marché, c'est qu'on sera plus à l'équilibre, quoi. T'auras moins d'acquéreurs que Lyon pour un seul bien, je pense. Oui, après, oui, tu as des marchés qui sont plus ou moins tendus, ça tout à fait. Mais c'est juste une marge de négociation, effectivement. C'est ça. Bah après, c'est même plus que Mais tu ça, as mais toujours des acquéreurs. Tu as toujours des acquéreurs, donc tu peux toujours dire, bah, j'attends 15 jours de plus et je trouverai un autre acquéreur. ok, ok. Et est-ce que toi, tu as bon, je dirais une Enfin, méthodologie? sauf si le prix est trop cher. À ce moment-là, si tu étais mal placé en termes de prix, de toute façon, tu le sais très vite. Hein. Tu as des délais de vente par ville, d'accord, qui sont calculés par les notaires et par différents sites de l'INSEE, par l'INSEE, etc. Et donc, tu sais très bien si tu es dans les bons prix ou pas. Ouais. C'est même dans les quartiers de Lyon, hein, tu as une différence. Sur certains quartiers, on est à 15 jours ou 15-20 jours de délai de vente. Mhm. T'en as, on est à 42. Ah, ça dépend des Donc, quartiers. si jamais tu es à 60, ça fait 2 mois que tu n'as pas vendu, là, tu peux commencer. Enfin, c'est que tu as un peu cramé ton bien parce que tu l'as mis trop cher. D'accord. Et Voilà. Et pareil, c'est un chamon. Alors, je connais pas par cœur euh, les délais de vente en fonction des rues, mais tu as des délais de vente qui sont calculés sur la masse. Et donc, sur la masse, tu sais, c'est comme ça qu'on sait si c'est au bon prix ou pas au bon prix. Et tu vois très vite si tu as peu d'appels, que des touristes, etc. Quand tu es au bon prix, je te dis, le restaurant Plus Mur, il a eu une visite, une offre, la personne s'est retirée. Moi, j'ai une visite, la personne va certainement faire une offre. Voilà, donc là, les deux autres personnes que je dois aller voir, je vais leur dire que pour l'instant, c'est suspendu. ok. Inversement, j'en ai un autre qui en veut, qui a une autre opportunité qui est trop chère. Bah, je l'ai présenté déjà à j'en ai parlé à 2 personnes et les 2 personnes m'ont dit bah non, ça fait 6 mois que ça traîne, tout le monde est au courant, c'est pas la Ouais. peine. Comment tu fais justement après? Parce que ça, c'est un des trucs du métier d'agent immobilier. Quand un bien est grillé, en général, c'est qu'il est trop cher. Bon, Est-ce que, trop cher pour ce que c'est, oui. est-ce que il y a des chances, comment dire? Est-ce que le fait qu'il soit grillé, c'est un frein à vendre un prix marché où tu es obligé de sabrer le prix, tu vois? Ah bah du coup là, ça laisse la porte ouverte à un requin. D'accord, d'accord. Donc ça veut dire que, ouais, ouais, c'est, quoique ça peut avoir du sens de descendre le prix progressivement. Alors ça dépend les éléments. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un acquéreur. Alors là, moi je parle d'acquéreur, puis on est entre investisseurs, donc mais un acquéreur euh, particulier va mettre en moyenne 15 mois de délai pour devenir propriétaire. Ouh, OK? Si on n'achète pas un appartement comme ça, on ne claque pas des doigts et on achète. D'accord? C'est pas ce matin, je me suis levé, ah tiens, j'ai envie d'acheter un appartement, je visite 3 appartements dans la journée, je fais une offre et j'achète, et le lendemain, le banquier m'a signé le papier, c'est bon. Ça se passe pas comme ça dans la vie. ok, D'accord? Donc, ça met extrêmement longtemps. Donc, les biens, il les voit, il les revoit, il les re-revoit. Donc, euh, en, en tant que, alors surtout marchand de biens, ton objectif, c'est de revendre. Donc, et enfin, pour tout le monde, c'est de revendre. Donc, tu dois savoir que le bien, si jamais tu l'as mis trop cher, ben, en fait, c'est les mêmes acquéreurs qui vont recevoir les mêmes alertes, qui vont voir et qui vont se dire, bah, tiens, ce bien-là, je l'ai déjà vu, etc. Et ils vont se dire, s'il n'est pas vendu, c'est qu'il y a un loup. ok. Et si je prends un exemple plus concret, par exemple un studio qui est à Lyon que je mets à 200 000 balles, ce qui est très cher, hein, très très cher, enfin c'est plus du double. Euh, Ça dépend où.
Euh, ouais, je Ah, mais sais on va pas pas. faire un débat sur les prix, mais ça dépend de quoi, où, quand, comment. Parce que tu connais des studios à 200 000, toi, à Lyon? Et c'est horriblement cher, 200 000. Ben Mais oui. oui, dans le sixième. Ok, dans le sixième, tu peux avoir ce genre de truc. Ok. Ah ouais, 17 mètres carrés. Non, je pense plutôt du T1, T2. T1, Ouais. T1, T2, ouais, 200 000, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ben là, t'arrives déjà sur des 25, 30 mètres carrés, voire ouais, 35, quoi. Ok. ouais. Ça dépend de quelle est la taille du studio. Ok. Ok, ok. Et si je reprends mon exemple, ton studio, on va dire 20 mètres carrés, il a 200 000, donc effectivement, tu le grilles au bout enfin, 3 semaines quasiment. Non, tout de suite. Tout de suite, parce qu'en fait, les gens vont venir voir, les gens intéressés, déjà, ils vont recevoir des alertes. Ouais. Donc, tous ceux qui sont intéressés par un studio, et là, on parle de. C'est pas le bon exemple, parce que le studio, c'est beaucoup d'investisseurs, etc. Donc, encore plus avis de chercher la bonne affaire. Donc là, eux, ils sont vraiment très réactifs. Donc, tout de suite, ils vont dire, ils vont voir la photo. En fait, c'est ça ce qui se passe dans le cerveau, c'est mémoire photographique. Ils voient la Ouais. photo, ils disent c'est trop cher. Et dès qu'ils vont revoir la même photo, ils vont se dire c'est trop cher. Hmm. Donc en fait, tu grilles ton bien comme ça. D'où l'intérêt de prendre plusieurs photos et de pas toutes les mettre sur la première annonce. Exactement. Et, euh, et du coup, ça veut dire que donc, le bien est grillé. Si je veux solliciter des visites pour avoir des offres et que je le mette au prix marché, à un prix raisonnable où je suis susceptible d'avoir des offres dans des délais raisonnables, est-ce que pour toi ça peut marcher ou il est grillé et enfin je sais pas en fait comment. C'est que du coup, ouais, tu vas avoir très peu de gens. En fait, c'est comme ce qu'on disait tout à l'heure, les préjugés. C'est-à-dire que les gens, c'est ce qu'on appelle des fonds de tiroir. C'est-à-dire que la personne, en fait, quand elle scanne les listings de recherche sur les plateformes, le Bon Coin, Se Loger, etc., en Mhm. fait, en moins de 20 secondes, elle va prendre la décision si elle clique sur la photo ou pas, sur l'annonce, etc. Donc en fait, si elle a déjà vu la photo, etc., son cerveau inconsciemment lui dit passe au suivant, tu sais déjà c'est trop cher. Donc tu vas toucher qu'une petite partie des gens qui ont. C'est pour ça qu'il faut changer la photo, faut changer le texte, etc., pour éviter qu'on reconnaisse une des photos. D'accord. Euh, voilà. Et après, c'est. Alors moi, je le fais. C'est-à-dire que quand j'ai quelqu'un qui demande. Enfin, j'ai un portefeuille immobilier d'un de mes partenaires, donc qui a pris un portefeuille de énormément de biens à la vente sur toute la France et qui m'a confié ceux à Lyon. Et ceux à Lyon sont bien 20-30% trop chers. Ok, ce qui est énorme, ouais. C'est là aussi on arrive à du T1, T2 à 200 000 euros dans Lyon 8. Oula, oui. Il touche les 9 000 euros, 9 000 euros, enfin, Ça ferait, ceux qui. alors que ça vaudrait plutôt 120, 130, non? Enfin, je suis pas du tout un expert de Lyon, mais 120, Oui, ça vaut plus 130, oui. plutôt Ça 130. vaut plus Ok. 130, 150. Voilà. Et D'accord. on est à 200 000. Projet 200 000. Ok. Donc il y a une sacrée négo. Hein. Non, on est à 167. Donc 170 000 pour entre 130 et 150. Mais vas-y, ouais. Et ben là, ce que je fais, c'est que quand je sais que quelqu'un me dit ah, je recherche pour mes enfants, ma fille ou mon fils, un appartement, donc du coup, je préfère acheter plutôt que louer, et ben, je lui fais visiter sans lui donner le prix. Hmm. Et à ce moment-là, je lui dis bah, faites-moi une offre. Tu lui donnes pas le prix, d'accord. Ok. Bah non, parce que sinon le mec il me dit ah bah non, c'est pas dans mes budgets et il va pas venir visiter. Ok. Donc du coup, Et parce que le bien il est trop cher et qu'on a zéro appel dessus. et ça, comment est-ce que tu le fais comprendre aux vendeurs ça? Parce que t'as Alors là, des, je peux pas lui faire comprendre parce que c'est un fonds d'investissement et c'est pas moi qui négocie, c'est pas moi qui ai le mandat. d'accord. Mais sinon, ils le font comprendre tout simplement en disant bah vous voyez, on a mis votre prix, on a zéro résultat, zéro résultat. C'est pas un petit fonds d'investissement, c'est pour être clair, c'est une banque. Donc vous financez des biens immobiliers toute la journée, vous savez très bien que Ouais, les ventes, il y a plus d'1 million de ventes. Donc si on a zéro appel, c'est pas zéro vente, c'est zéro appel, c'est bien qu'il y a un problème sur le prix. ouais, il y a zéro intérêt quoi. Ouais, c'est qu'il y a zéro intérêt, enfin, voilà. Et parce qu'en plus par rapport à ça, les banques ont encore moins d'excuses parce que
Genre, j'imagine qu'elle doit avoir toutes les données des biens, des prix, etc. dans leur. Ouais, mais elles arrivent quand même à... Alors, je sais pas comment elles sont arrivées pour arriver à 8 000 euros du mètre carré à Lyon 8, hein, mais C'est, je sais pas. Après, moi, j'ai envie de te dire, c'est la cupidité, quoi. C'est la cupidité. Euh, Surtout qu'en plus, il y aurait une proposition de valeur supplémentaire. Typiquement, tu fais une belle déco, tu mets un locataire, tu le fais payer très très cher. Bon, derrière, il y a une rentabilité. Bon, admettons que tu arrives à le faire, hein, parce que après, arriver à le faire, il y a des réalités de marché. Enfin, un studio, c'est un studio, tu paieras jamais 1000 balles pour un studio, quoi. Donc, mais admettons que tu arrives à le faire. Euh, Enfin, je sais pas. Moi, ça me paraît vraiment compliqué, quoi. Et par rapport à ça, moi, je sais que, alors, je vais te dire comment moi je fais, et après, toi, tu me diras comment tu fais. Quand tu vois que le bien, enfin, moi, j'aime bien déjà voir l'état d'esprit du vendeur, dans quel état d'esprit il est. 99% du temps, quand le bien est à la parution, bah, le vendeur, il pense qu'il est en position de force. Et donc, moi, clairement, je fais même pas d'offre. Euh, Mais après, moi, je sais que j'ai un profil particulier. Je pense qu'on a un peu le même profil. C'est que moi, je fais des visites toute la journée. Donc, je peux pas me permettre d'acheter des biens au prix du marché, quoi. Donc, je prends des biens, je fais plus l'immobilier en genre immobilier entrepreneurial avec plus de négo, plus de travaux, où c'est beaucoup plus actif, quoi. Il y a ça aussi. Enfin, je reprends. Donc, 99% du temps, quand le bien vient d'être publié, le vendeur est dans un état d'esprit où il se dit, il faut que je sois un requin, que machin, que ci, que là. Donc j'en veux tel prix et j'accepterai pas une négo en dessous de, par exemple, 2%, quoi. Donc, alors, vas-y. c'est là où on peut parler des ascenseurs émotionnels. En fait, la plupart des personnes, elles ont un bien qu'elles mettent à la vente et elles pensent que c'est aussi simple que de mettre l'annonce sur le bon coin et qu'elles vont gentiment recevoir un chèque l'argent dans la boîte aux lettres tranquillement, elles n'auront rien à faire. Enfin, tout ce qui est DPE, réglementation, etc., c'est pratiquement du chinois. Donc, c'est ce qu'on appelle l'optimiste non averti. Et donc, c'est un état émotionnel. À ce moment-là, il va avoir. Alors, ça dépend des villes, ça dépend des endroits, toujours, bien évidemment. Hein. Saint-Chamond, c'est pas pareil que Lyon, mais si tu es à Lyon, tu vas recevoir 30, 50 coups de téléphone le premier jour. Hmm. Sauf que sur ces 30, 50 coups d'appel, tu as très peu d'acheteurs. Tu n'as que des agents immobiliers. Ok. D'accord. Donc, disons que plus ou moins, il est dans les bons prix. Parce que là, on va être honnête, s'il est dans les bons prix, ça va se vendre. Ouais. Ouais. OK. Si c'est pas dans les bons prix et qu'il y a une opportunité, donc c'est trop cher, donc une opportunité de négociation. Si c'est une bonne affaire, ça traîne pas. Hein. C'est même des fois souvent vendu avant d'être publié. Donc si le bien est trop cher, en fait, il va quand même se dire, bah, tout le monde m'appelle, donc c'est qu'il y a un intérêt, d'accord. Peut-être qu'il va confier un mandat ou pas, mais du coup, son optimisme va grandir. Il se dit, tout le monde m'appelle, ça marche, Hmm. etc. Au bout de quelques temps, il va quand même s'apercevoir qu'il y a 99% de gens qui l'appellent qui sont des professionnels de l'immobilier et un faible pourcentage de gens qui sont plus des touristes. Donc il va commencer à comprendre qu'il ne sait pas vendre. Parce qu'en fait, il y a deux choses. Dans une vente, c'est une vente immobilière. On est d'accord? Hmm. Donc vente, c'est le mot vendre. Donc il faut savoir vendre, il faut être un vendeur. Et toute la population n'est pas un vendeur. Encore une fois, c'est pas toi qui vends, c'est l'acheteur qui achète. Ouais. Et ça, tout le monde l'oublie. Ouais. Donc le mec, il va te vendre ton histoire en disant j'ai le plus bel appartement. Non, le mec, il en a rien à foutre de la déco que tu as refaite. C'est est-ce que lui se voit vivre dedans. C'est écouter l'acquéreur. Donc déjà, il fait une première erreur en ne sachant pas qu'une vente, ça veut dire être vendeur, et il ne sait pas vendre. Voilà. Et deuxième mot, c'est immobilier. Enfin, vente immobilière. Et immobilier, c'est un mot juridique. C'est ce qui n'est pas meuble. Ah. Et oui, c'est un mot, c'est un terme juridique. Hein. On définit ce qui est meuble ou pas meuble. Tu as immeuble par destination, tu as meuble par destination. Euh,
des petites choses. Donc en fait, derrière, et c'est tout ce que fait le notaire. C'est les DPE, c'est à qui appartient l'immeuble. Tu as énormément de choses juridiques, d'obligations juridiques derrière. Donc on oublie ces deux volets quand le mec met à la vente, en mettant juste une annonce sur le bon coin avec quelques photos, mal prises, avec son iPhone, il se dit c'est bon, je vais faire la vente. Non, c'est vendre. Il faut être vendeur. Et immobilier, il faut connaître le juridique. Et il lui manque les deux. Donc il ne fait pas une vente immobilière. Voilà. Okay. Et donc là, il commence à s'apercevoir qu'il ne s'est pas qualifié une vente, qu'il ne s'est pas qualifié un acquéreur, qu'il y a des difficultés là-dessus. Et donc là, à ce moment-là, son optimisme va rebaisser. Il pensait avoir beaucoup de contacts, etc., qui allaient vendre. Il a entendu des vendeurs il faut être honnête, il y a quelques vendeurs de tapis qui leur ont promis monts et merveilles, qu'ils étaient capables de vendre plus cher, etc., blabla. Donc il pensait avoir une pépite, et puis au fur et à mesure, il s'aperçoit que c'est pas si simple que ça va pas se faire en 48 heures, qu'il y a des délais, qu'il y a des DPE, qu'il y a des obligations, qu'il y a des gens qui disent qu'ils sont finançables, qu'en fait non, ils sont pas finançables, des gens qui disent qu'ils sont très intéressés et qui rappellent jamais, et que ça, parce que tout simplement, il faut relancer les gens, etc. Voilà. Que tu as des gens qui disent je vais venir visiter et gentiment ne viennent jamais visiter. Ça arrive. Ouais. Hein? Ça arrive. Tout un tas de choses qui font la vie, parce qu'on oublie juste que l'agent immobilier, lui, il fait de l'immobilier tous les jours. Ouais. Il fait pas ça une fois dans sa vie. Tous les jours, il est en train de négocier, il est en train de faire de la prospection, de visiter, etc. Donc, lire les choses sur l'immobilier, etc. Donc, en fait, au fur et à mesure, la personne va comprendre que c'est un vrai métier et va commencer à, en fait, ce qu'on appelle faire la vallée de la mort et se dire, je sais rien, etc. Et c'est souvent en bas de la vallée de la mort où il est déprimé, optimiste, non informé, et en fait, c'est déprimé, informé. Et voilà, et au fur et à mesure, il va pouvoir soit se dire, je laisse la main à un professionnel, et il va s'en occuper, à ce moment-là, son optimisme va remonter. Mais du coup, dans la vallée, il va avoir appris à connaître ce qui est un bon professionnel d'un mauvais. Soit il va se former, se dire voilà, maintenant je sais que je vais lire deux, trois trucs sur la vente immobilière pour être un peu plus professionnel. Donc ça va lui prendre du temps. Soit il va abandonner. C'est le même parcours pour tout le monde en fait. Quand tu démarres quelque chose, que ce soit marchand de biens, pareil, tu vas faire ta première opération, tu vas t'apercevoir qu'il y a plein de complications que tu n'avais pas vues, qu'on ne t'avait pas dit, etc. Et voilà, la négociation, etc. Et donc, en bas de la vallée de la mort, soit tu te fais accompagner pour remonter, soit tu apprends par toi-même et tu es prêt à mettre plus d'efforts, etc. pour remonter cette pente, soit tu abandonnes. Il y a des gens ce que font 99% des gens. Et donc, abandonner, ça veut dire quoi? C'est-à-dire dire oui à n'importe quoi. Donc, c'est là où les gens disent oui à 4 agences, ou dire oui à un marchand de biens qui arrive. Et c'est là où toi, en tant que marchand de biens, si tu suis bien correctement le bien qui est trop cher au départ, tu le vois, tu l'identifies comme trop cher, tu vas l'appeler au bout de 10 jours, et puis tu vas commencer à l'appeler tous les 10 jours, à ce moment-là, tu vas tomber le jour où il sera dans la vallée de la mort, et là, ton offre, il va l'écouter. Parce qu'en fait, il n'y a plus personne qui visite son bien immobilier. Il n'a plus d'offres, il ne sait plus quoi faire. Il est prêt à lâcher les trucs. D'accord. Mais c'est pas la peine d'être arrogant, d'essayer de casser le prix. C'est juste que du coup, il va commencer à comprendre qu'il y a quelque chose qui merde dans son bien. Quoi, comment, pourquoi? On lui a fait tous les reproches du monde. Donc, au bout d'un moment, quelqu'un qui va lui dire oui, je suis intéressé, mais dans telles conditions, il va l'accepter plus facilement. Même si c'est pas comme ça que je fais. Et comment tu fais? Comme tu disais tout à l'heure, c'est bien que ça vienne de lui. Hein, c'est toujours mieux que l'idée vienne du vendeur. Donc, je vais lui expliquer ma problématique et je vais lui demander comment on pourrait faire. Et là, souvent, il va me donner un prix et des conditions. Et imaginons, on reprend notre exemple, le bien vaut 100, il l'a mis à 130, ouais. D'accord? Donc, il n'a personne qui accepte. Il va me dire, je suis prêt à le lâcher à 110. Et là, je dis, merci de l'effort que vous avez fait parce que vous êtes baissé de 130 à 110. Parce que dans son esprit, ça vaut 130. Mais malheureusement, ça ne va pas passer dans mon bilan et la banque ne pourra pas me financer parce qu'à ce prix-là, je ne suis pas finançable.
Bah, désolé. Et du coup, je ne vais pas l'acheter. Et je vais rappeler 10 jours après pour savoir comment ça va, etc. Et à ce moment-là, je vais encore une fois lui demander si il n'y a pas des éléments qui auraient bougé qui pourraient faire que il puisse me faire une offre différente. Oh, ok. Et à ce moment-là, souvent, il va peut-être me faire une offre, on va dire, allez, à 90. Et si ça me convient ou pas, alors ça me convient pas, 90, mais voilà. Et souvent, je vais répéter le process un ou deux fois jusqu'à que si vraiment il baisse pas assez vite, au bout d'un moment, je vais lui dire, bah voilà, moi la banque va me financer, alors, et c'est là où je sors un petit truc un peu subtil, c'est je vais lui annoncer un prix qui n'est pas rond. D'accord. 78 580 €. Ok, d'accord. Il va se demander pourquoi. Oui, voilà, c'est juste le principe. C'est le principe qu'ils se disent, putain, 598, il a raclé tous les fonds de tiroir de la maison, là. D'accord. Ok. Et souvent, on va arrondir, en fait. Il va dire, ah, vous pouvez pas faire un effort à 80. Ouais, tu peux mettre 20 € quoi, ouais. Pour 78 Donc euros. là, non, Oui. non, ben non, si je lui dis 558 ou 580, je sais plus ce que j'ai dit comme Ouais, connerie. ouais. Mais vu que je l'ai fait par écrit quand même, voilà, j'ai fait par écoutez, j'ai besoin, je vous remercie de votre offre, mais je vais voir avec le banquier comment on peut faire. Ok. C'est Alors le coup du banquier aussi, ça me permet d'avoir un méchant, hein. ouais, c'est l'entité supérieure dans la négociation. Voilà. C'est C'est pas ma faute. Je c'est suis ça. désolé. J'aimerais vous lâcher à ce prix-là, hein. Sincèrement, vous êtes quelqu'un de sympathique, je suis quelqu'un de sympathique. J'aimerais vous rendre service, mais il y a une entité, il y a un méchant qui veut pas que je fasse ça. Euh, Et voilà. j'avais Et à ce moment-là, si les 80 me conviennent, à ce moment-là, je vais revenir, mais une autre fois. En disant, bon voilà, j'ai trouvé un accord avec la banque, machin, etc. d'accord. J'ai trouvé plus de fonds disponibles. Et comment tu Mais je fais? vais essayer aussi d'avoir autre chose. Un Ah, délai supplémentaire, un 15 jours, c'est pas gratuit. Il m'a demandé d'augmenter même de 500 €. Je vais essayer de négocier un petit truc, une semaine de plus, un truc comme ça. une semaine de plus sur quoi? Sur le délai. Ok. Ouais, oui, oui, oui. Il faut pas que ce soit gratuit. Il faut qu'il y ait rien de gratuit. Ouais. Ça, je le comprends parce que sinon après plus rien n'a de valeur, quoi. Voilà. Et Tu dis, tu rajoutes de l'argent pour la banque, donc forcément, tu demandes quelque chose en contrepartie. euh, il y avait deux choses que je trouve super intéressantes dans ce que tu me disais. La première, c'était, je listais les deux questions maintenant, comme ça on tâchera d'y revenir. Putain, j'en perds mes lunettes. La première question, c'était comment est-ce que tu sais que quelqu'un est dans la vallée de la mort? Parce que c'est à ce moment-là que toi t'arrives et que tu donnes, tu fais une offre. Et deuxième question, tu me disais qu'il faut, quand tu fais une offre à un propriétaire et qu'il refuse, il faut toujours rester en contact avec lui parce que sur la longueur, tu peux lui faire baisser son prix. Hum. Euh, comment? Alors attends, on va reprendre déjà la première question. Comment? Non, c'était quoi? Non, La vallée de la mort. je vais répondre à la deuxième question, comme ça on D'accord. répondra à la première après. Ok. Euh, Quand tu n'as pas la bonne offre ou il n'accepte pas ton offre, tu dis, bah, si tu viens pas peur, tu comprends tout à fait, normal, vous voulez le meilleur pour vous et je comprends tout à fait, je vous remercie de votre temps, etc. Et voilà. Et tu Mhm. le rappelles 10 jours après. Ouais. Ah non, pardon. 10 jours, c'est Lyon, je précise. C'est sur les marchés tendus. Parce qu'il y a beaucoup de marchands de biens, il y a beaucoup d'activités sur Lyon. Ouais. Effectivement, sur d'autres secteurs, tu appelles peut-être au bout de 15 jours ou 3 semaines. Ça dépend vraiment des secteurs, hein, Ouais. le délai. Comment tu sais qu'il est dans la vallée de la mort? C'est tout simple. C'est le syndrome de l'objet qui brille. Tout le, monde, tout le monde a des alertes et tout le monde préfère le dernier truc à la mode. Donc tout le monde préfère appeler le dernier bien qui vient d'être mis en annonce qu'un bien où il faut aller à la page 80. Enfin, j'exagère un peu, mais celui que plus personne. Parce que tu te dis, en fait, la plupart des acheteurs, 90, enfin, il y a très peu d'investisseurs en fait sur le marché. La plupart, c'est des acheteurs communs qui veulent une résidence principale. Donc eux, un bien immobilier qui n'est pas vendu, c'est flou. Pourquoi? Si c'est une bonne affaire, c'est vendu. Donc c'est qu'il y a un loup, il y a quelque chose qui ne marche pas.
Et à ce moment-là, ils vont pas y aller. Parce qu'eux savent pas quoi, donc ils ont peur. Il n'y a qu'un investisseur qui peut y aller. Et à ce moment-là, l'investisseur, toi en tant qu'investisseur, tu sais que si tu rappelles 10 jours, alors suivant le secteur, 10 jours, 15 jours ou 3 semaines après, et que c'est toujours pas vendu, bah, tu sais que le mec, il a de moins en moins de visites, moins en moins d'intérêt, etc. Et puis tu viens le voir, tu essaies de prendre un café ou un truc comme ça, tu essaies de trouver une raison pour venir le voir en disant mais j'ai eu une nouvelle idée d'aménagement, peut-être que je pourrais venir voir, etc. Ou je vais venir avec un ami dans la décoration d'intérieur parce que peut-être qu'il peut faire les travaux moins chers. Et voilà, et tu viens juste avec un ami, un autre investisseur, marchand ou un truc comme ça, juste pour visiter. Et voilà, et tu regardes, et là, dans la discussion, bah, tu poses des questions sur le nombre de visites, les gens intéressés, etc., tranquillement. Tu remets le couteau dans la plaie. Ouais. Et voilà, et au fur et à mesure, tu vas le voir que la personne, elle en a marre, qu'elle veut s'en séparer. Enfin, moi, quand tu discutes tranquillement avec les gens, tu as les réponses. Ils te le disent. Ok. Donc en fait, t'es en train de dire Je que tombe c'est. rarement sur des joueurs de poker. Hein. Les gens sont Alors, assez transparents. déjà, ouais, alors, ouais, non, c'est vrai qu'en Surtout tant que. si tu sais leurs problèmes. Enfin, leur projet, le désir et la douleur. Ce que j'ai Ok. expliqué, les deux éléments. Et alors, ouais, je fais le parallèle sur ce que tu disais. Là, on tombe rarement sur des joueurs poker. Alors, oui, c'est vrai. Et j'ai même envie de te dire que le bluff, c'est, enfin, moi, je pense, hein, c'est une très mauvaise stratégie de négociation en fait. Parce que le bluff, c'est qui tout double, quoi. Et quand tu es en négociation, le but c'est de sonder un petit peu l'intérêt des gens. Donc fatalement, tu vas te planter. Enfin, il suffit d'une fois pour que ça réussisse, mais il y a 9 fois où ça va se planter. Et quand tu bluffes, tu veux transformer ça en une fois sur deux, mais ça marche pas comme ça en fait. Non, enfin, puis tu peux pas bluffer sur. En fait, concrètement, soit c'est la bonne opportunité pour toi. Enfin, c'est plutôt un potentiel de bonne opportunité pour toi. Et voilà, d'accord. Donc il faut que tu arrives à faire l'affaire. Donc c'est pas en mentant à la personne que tu vas réussir à faire l'affaire. Ouais, mais Il n'y a non. pas de confiance quand tu mens à l'autre. Donc, donc toi, l'objectif, c'est d'arriver à ce que souvent le prix ou les conditions fassent que ça devienne une bonne affaire pour toi. Parce que si c'est une bonne affaire, tu signes au plus vite. Ouais. Voilà. T'attends pas 15 jours. Tu vas cash. Ouais. Oui, t'es moteur, quoi. Enfin, T'es cash, motivé. je dis, si le prix est bon, les opportunités sont bonnes, bah, tu dis, bah voilà, je vous fais une offre et on donne un rendez-vous chez le notaire, on y va et voilà, et tu montes ton dossier. Tu négocies, la négociation, c'est que quand il te manque un critère, soit le Voilà. prix, soit les conditions, Voilà. Mais alors pour que voilà. ça devienne une bonne affaire. Ça aussi, c'est un autre point qui est super important. Les négociations, en fait, quand tu pars sur une négociation, en général, c'est que il y a déjà des trucs qui sont bons, quoi. Tu vois, quand tu négocies des délais ou quoi que ce soit, tu vas négocier des détails, mais c'est-à-dire que sur l'essentiel, vous êtes à peu près d'accord, au moins sur le prix, tu vois, en l'occurrence. Ben oui, tu vas pas négocier je sais pas moi, un terrain non constructible si tu veux faire un immeuble. Ah oui, non. Ça n'a aucun intérêt de faire baisser le prix de quelqu'un qui veut te vendre un terrain non constructible si tu peux pas faire ton projet dessus. Donc forcément, tu négocies quelque chose d'une opportunité que tu es capable de réaliser. Sinon, tu es en train de perdre ton temps. Ouais, ouais, clairement. Ok, Voilà. ok, ok. Alors ça, c'était. Et d'où, quand tu vends, alors c'est normalement quand tu es marchand, tu achètes. Mais quand tu vends, l'erreur que font beaucoup de gens, c'est de penser que ils vont tirer plus en mettant plus cher. Alors que non, le principe même, tu vois, en tant que marchand, toi, tu regardes l'opportunité que tu peux réaliser. Donc, tu vas rarement aller chercher un prix qui est, euh, on va dire, 50% plus cher que que l'opportunité que tu peux réaliser toi-même. Oui. Puis c'est de la cupidité après. C'est le problème de ça, c'est que les choses ont un prix et que quand quelqu'un en face, enfin, tu le sais quoi, quand t'achètes un pot de yaourt à 250 balles, bon, vous foutez de ma gueule quoi. Donc Oui, c'est ça. Hein. C'est l'exemple que je prends souvent. Si tu as deux boulangeries l'une à côté de l'autre qui font exactement le même pain, du même boulanger, de la même recette, les mêmes ingrédients, tu en as la baguette est à 1 euro, l'autre est à 3 euros. Bah, si c'est le même produit, tu vas aller à 1 euro. voilà. C'est pareil.
Si tu achètes un immeuble, que tu as l'habitude d'acheter des immeubles entre 150 et 250 000 euros, bah, l'immeuble à 400 000 euros, tu vas pas le regarder. Même si c'est en fait le propriétaire qui a mis son prix, un prix hallucinant. Ok. Et c'est normal, tu vas pas perdre ton temps pour rien. Tu vas pas essayer de négocier un truc où tu te dis, il faut que je divise par deux le prix. Ok. Oui, 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 oui. Donc ça, c'était la deuxième question. Donc c'était quoi? C'était comment reprendre contact avec un propriétaire, je crois. Tu me disais comment tu sais qu'il est dans la vallée de la mort D'accord. et, euh, et à quel moment on sait et combien on prend de contact. Ouais. Parce que justement, Donc j'ai, ça dépend du marché. Tu as des marchés qui sont plutôt actifs parce que t'es pas tout seul. Sur Lyon, je bien suis pas sûr. le seul marchand de biens, hein, y en a beaucoup. Donc voilà, il faut quand même tenir les gens un peu au chaud. Et puis après, ils t'oublient aussi parce qu'eux, ils ont leur vie, ils voient du monde, Ouais. etc. Donc si tu crosses pas, je vais donner un exemple. Sur l'opportunité qui est trop chère, dont je parlais en tout début, Ouais. un restaurant qui est trop cher. Étonnamment, le propriétaire, il a plusieurs restaurants, hein, mais il me voit tous les jours à l'heure de l'apéro pratiquement en ce moment. Ça fait une semaine que je sais, il m'a parlé de son truc, machin, donc je suis en train d'élaborer le concept de ce que je veux faire dedans. Et donc, il faut que je négocie quelque chose. Donc, maintenant, je sais à quelle heure il est dans un de ces restaurants, et ben, je vais prendre l'apéro avec un ami, on papote, je lui présente, etc. Alors, il se trouve qu'en plus, il nous a apporté une autre affaire. Ça, c'est génial. Il nous a dit, bah voilà, qu'il cherchait à développer quelque chose, donc il faut que je cherche un foncier. Donc voilà. Donc ça, c'est quand même pas mal. C'est un bon apéro hein, quand la personne te dit qu'il cherche un foncier. Et en parallèle de ça, ça lui permet de lui montrer que je suis toujours là, que c'est difficile. Je lui ai lancé les deux, trois objections que j'ai eues. Tu vois, pour dire, bah voilà, votre bien, en clair, voilà. Vous avez oublié de me dire que ça faisait 6 mois qu'il était à la vente. Voilà. Peut-être que certains ont fait du mauvais travail, que tous les acteurs sont au courant. D'accord. Ouais, parce qu'on parle en millions d'euros. Voilà. Ah ouais, d'accord. Donc en millions d'euros, les gens capables de racheter plusieurs millions d'euros un restaurant sur Lyon, ça se compte sur les doigts d'une main. Ah, une main, d'accord. Ouais, non, deux, trois mains. Enfin, il y a moins de 20 personnes à Lyon qui sont capables d'acheter enfin, parce que c'est de la restauration. Donc il faut connaître la restauration, il faut avoir les fonds, il faut avoir envie d'acheter en ce moment. Enfin, en ce moment, tous les restaurants font faillite. Hein. Enfin, Ouais. j'exagère, mais il y a beaucoup de problèmes quand même. Il y en a beaucoup qui ont des problèmes de PGE. Enfin, voilà, il faut être finançable, il faut savoir gérer un restaurant et il faut être de Lyon. Oui. Aucun restaurateur n'achète un restaurant à l'autre bout du monde. D'ailleurs, il a raison. Hein, je lui avais proposé une affaire au dehors de Lyon et en fait, il m'a dit non. Il m'a dit maintenant, en fait, je garde tous mes établissements à moins de 2 kilomètres. Ah. Comme ça, quand il me manque un serveur dans un restaurant, je peux prendre un serveur d'un autre restaurant pour le mettre dans celui-là. Ah. Voilà. La Donc, logistique. donc un mec de Paris ne viendra jamais. Ça, c'est du fantasme. Il ne viendra jamais acheter un restaurant. Mais quand tu n'es pas au courant, tu vois, c'est des choses que tu apprends. Donc, du coup, tu lui lances deux, trois pics comme ça pour lui faire comprendre que tu es en train de comprendre que même si c'est pas ton cœur de métier, parce que alors, du coup, la restauration, c'est vraiment pas mon cœur de métier, mais que tu commences à comprendre et que si jamais il est arrivé une offre, il va falloir l'écouter. Parce que c'est compliqué, parce que le bien est un peu grillé. Enfin, un peu, totalement grillé. Putain, c'est intéressant ça. Ça, c'est super intéressant. Parce que c'est comme ça que tu fais des bonnes affaires et quand tu arrives. En fait, Ah oui, la négociation, c'est une chose qui est, en soi est super importante, mais dans l'immobilier, comme dans tous les business en fait, le marchand bien ou l'investisseur, euh, il faut qu'il trouve le bon profil avec qui faire affaire. Il fera pas affaire avec n'importe quel profil. pas avec tout le monde. Mais enfin, heureusement, tout n'est pas une bonne affaire. Enfin, voilà, c'est ce que je disais. La plupart des affaires, c'est des gens qui achètent pour eux-mêmes. Enfin, la plupart des transactions, c'est des gens qui achètent pour eux-mêmes. Là, c'est un profil bien particulier. Il y a le fonds de commerce et les murs. Et les murs, si tu mieux, quand tu sais où c'est,
je fais partie de ceux qui n'ont pas envie de laisser passer l'opportunité. Hmm. Et, tu vois, et lui, il s'est résolu à vendre les murs parce qu'il sait que sinon, il peut plus, son bien est tellement grillé que juste le fonds de commerce, il ne peut pas le vendre. Ah ouais, Donc, il est obligé de rajouter cette cerise. Et donc, d'accord. moi, quand j'ai compris que les quelques faiseurs, enfin, je vais en voir encore un mercredi, donc voir comment ça fonctionne. Et quand j'ai compris que les quelques faiseurs importants avaient déjà entendu parler de l'affaire il y a 6 mois et que concrètement, ils avaient pris leur décision que non et qu'ils n'avaient pas envie de négocier, je me suis dit, ben, si j'arrive, donc le problème du bonhomme, c'est de vendre son fonds de commerce. Ouais. Si j'arrive à vendre son fonds, enfin, à trouver un moyen, une stratégie de reprise de ce fonds de commerce, je peux accéder aux murs. Et là, moi, les murs, ça m'intéresse à titre personnel. C'est les murs qui m'intéressent. Ah. Concrètement, sinon, je lui aurais dit, je suis désolé, mon brave, mais je suis incompétent. Je peux pas vendre votre bien, enfin votre affaire, je peux pas la vendre parce que je suis pas de ce monde-là, je sais pas faire. Et voilà, c'est trop important. Moi, le petit restaurant que je vends, il vaut 1,1 million. Vous voyez, c'est pas le même montant. Je suis pas capable de faire, désolé. Voilà. Et Mais toi, tu vois, toi, je suis en train de mettre en place une stratégie pour que à chaque fois que je le vois, je lui lance un ou deux arguments, en disant ah tiens, on m'a fait cette réflexion là, qu'est-ce que tu en penses, etc. mais tu te fais réfléchir en fait, hein, c'est ce qu'il faut. Hein. Quand le prix est trop haut, enfin, il y a une réalité. Hein. Quand le Oui, prix mais est trop voilà, haut, j'y vais pas en une seule fois. ah non, là, la pilule, non, 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 mais c'est de la psychologie. Hein. C'est vraiment de la psychologie. Hein. Ça, c'est un truc. C'est pour ça les profils un petit peu colériques, un petit peu nerveux, qui sont pas capables, qui sont susceptibles, qui sont pas capables de comprendre l'autre ou de comprendre que l'autre il a de lâcher du lest en fait, c'est ça, de lâcher le contrôle et que l'autre il a son, c'est un être humain comme toi et il a ses attentes. Bah, ces gens qui sont pas capables de lâcher le contrôle, c'est pas la peine de faire du business quoi. Ouais. Parce que vous êtes pas, parce que c'est des gens qui seront pas capables c'est ça, de lâcher du contrôle et de laisser à l'autre le moyen de s'exprimer. Et en s'exprimant, il va se remettre lui-même en question. Ça va être un échange, c'est du dialogue, mais enfin, on en revient à ce que je disais au départ. Faire un tuto ou un guide sur la négociation, chaque cas est différent, quoi. Chaque cas est différent. Bon, je pense qu'on en a terminé pour aujourd'hui, cher ami. Merveilleux. On n'aura pas abordé la question d'actualité. La question d'actu, t'as peut-être quelque chose à dire. C'est quoi la question d'actualité? Eh ben, il y a un gars de droite qui s'est fait élire en Argentine. Javier Milei. Ok, C'est désolé. ah bah putain, mais alors là, t'as pas vu ça? Bah écoute, renseigne-toi pour la prochaine fois, tu verras ça. Non mais je vois pas trop ce que ça a à faire avec l'immobilier en France et à Lyon. Désolé. Ah, c'est question d'actualité. Oui, mais moi je fais pas l'actualité, moi je fais l'immobilier, mon ami. Oui, c'est vrai. Bon, si tu veux, je te l'accorde, je te l'accorde. Par contre, pour tes très chers qui sont restés jusqu'au bout quand même, qui nous ont écoutés dans nos divagations jusqu'à maintenant, quand même, ils ont droit à un petit cadeau. Quel est ce Sur petit cadeau? vivreimo.fr/YouTube, j'ai mis il y a une formation gratuite sur comment devenir marchand de biens. Et pareil, à la fin, je révèle pourquoi ceux qui vont être marchands de biens et pourquoi il faut commencer maintenant. Parce que les plus belles années, ça va être celles qui vont commencer maintenant jusqu'à les 15 prochaines années. Tu sais, souvent on dit euh, le meilleur moment, c'était il y a 20 ans, et le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Pardon. Ouais, c'est vrai que si je donne pas la phrase en entier, le proverbe chinois dit que le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans, et le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Je la connais, cette citation. Bien sûr. Voilà, tout le monde la connaît. Et ben pour marchand de biens, l'idéal, c'est qu'en fait, les 15 prochaines années, ça va être mais vraiment l'âge d'or des marchands de biens. L'histoire des marchands de biens des années 80, où ils se revendaient les compromis entre eux, et tout le monde disait c'est Byzance, on faisait du pognon de dingue, ils n'ont pas connu ce qu'on va vivre dans les 10 prochaines années. Ceux qui vont être marchands de biens des 10 prochaines années vont faire encore plus de pognon qu'ont pu faire tous ceux que je connais qui ont acheté 400 appartements, etc. D'accord. Et est-ce qu'on peut en parler ici ou il faut voir la vidéo? Absolument pas, il faut voir la vidéo. Ok. Non mais
Ok. C'est le super bonus du cadeau sur vivrimo.fr/YouTube. Vivremo.fr/YouTube. Ok. Et ben écoute, je vais y aller de ce pas, mon ami. Je te dis à plus. Avec plaisir. Les gars, je vous dis à ciao, hein. À une prochaine fois. Où est-ce qu'on a